Bonjour à tous et bonjour à toutes. Merci beaucoup pour cette invitation et merci beaucoup pour parler d'adaptation juste. C'est un début. Parce qu'en fait, je le dis en tant que directrice générale d'Oxfam, Oxfam c'est une organisation qui est présente dans 90 pays dans le monde. L'adaptation c'est un leurre, c'est un faux mot et c'est un mot un peu manipulateur. Parce qu'en fait, s'adapter, on sait faire. Depuis que le monde est monde, on s'adapte. Et en fait, face au changement climatique, dans un certain nombre de cas, on ne va pas pouvoir s'adapter. Et s'adapter, ça participe aussi d'un certain déni où on se dit, bon, ok, là, on arrive à parler des chiffres, à se dire, c'est quoi un scénario à +2, +3, +4 ? Mais en fait, on ne sait pas bien. Et puis quand ça arrive, que ça nous tombe dessus, au sens littéral, des quantités de pluie comme on n'a jamais connues, on se dit, bon, bah, c'est cette fois-ci, mais ça va redevenir normal. Et en fait, il faut aujourd'hui se mettre dans la situation d'affronter la réalité de ce que ça signifie faire face à un monde à 1,5 degré, 2 degrés, 3 degrés et 4 degrés. D'abord, 4 degrés, on ne sait pas vraiment. Et c'est ça qu'il faut commencer par dire. Les scientifiques sont assez démunis aujourd'hui pour dire exactement qu'est-ce que ça a comme conséquence directe en termes de pluviométrie, en termes de sécheresse. On ne sait pas trop. Et on ne sait pas si ça ne va pas aller beaucoup plus vite, avec des ampleurs beaucoup plus importantes que ce qu'on a connu. En revanche, ce qu'on sait déjà, c'est qu'une partie des populations du monde vivent les conséquences du dérèglement climatique, et parmi celles-ci, les Français. Et pourtant, on n'assume pas tellement. Les Européens qui ont connu le plus de déplacés climatiques en 2022, ce sont les Français, et pas quelques-uns. Les déplacés climatiques, alors quand on parle du Burkina, quand on parle du Tchad, on voit bien. Le lac Tchad s'est réduit, il n'y a plus du tout la possibilité de pêcher du poisson et de vivre comme vivaient les habitants du lac depuis des millénaires. Bah, ils sont obligés de se déplacer, d'aller ailleurs, de cultiver autrement. Ça, on arrive à visualiser des déplacés climatiques. Mais des déplacés climatiques en France, non. Pas vraiment. Pourtant, il y en a eu en 2022 45 000. 45 000. C'est plus que jamais depuis la Seconde Guerre mondiale. Jamais on a déplacé 45 000 populations civiles en l'espace de quelques semaines, quelques jours presque. Pourquoi ? Parce qu'il y a eu des gigantesques incendies. Des incendies énormes, comme on n'avait pas connu. Et encore, on a réussi à enrayer la situation. Comment ? Grâce à la mobilisation des pompiers, mais pas seulement des pompiers français. Qui nous a permis de réussir à empêcher que l'incendie rejoigne l'immense massif forestier des Landes? Des Roumains, des Hongrois, des Allemands et des Polonais. Coup de bol, les forêts polonaises ne sont pas en feu au mois d'août. Encore. Mais on ne savait pas le faire. Et si on est très honnête, et je vous invite à lire le livre de Jean-Luc Glaise, le président du Conseil général de Gironde, qui raconte les incendies, on a eu très peur de ne pas pouvoir enrayer ça. Et hop, on a recouvert cette histoire très rapidement, comme si ça n'existait pas. De la même manière que ce qui se passe avec les inondations dans le nord de la France, de la même manière de ce qui se passe avec les inondations en Charente, où pourtant des habitants disent « mais en fait, là, on a été inondés 3 fois, on ne peut plus habiter ici. On a trop peur. Et si ça recommence ?» Et d'ailleurs, les assurances ne veulent plus nous assurer. Donc voilà tout ce qu'il faut dire sur le fait que le mot « adaptation » est sans doute un mot très, très piégeux, parce qu'il donne le sentiment qu'on peut. Alors là, j'ai parlé des humains, mais maintenant, je vais parler des infrastructures. On est dans une maison où on est sensible à cette question. Les ponts qui nous permettent de traverser la Seine, de Paris jusqu'à l'embouchure. Ils ont été construits pour des conditions extrêmes, avec le génie français. Depuis très longtemps, on sait construire des ponts. Et puis, on a mis le risque maximum, les conditions extrêmes de vent, de chaleur, et puis on a multiplié par 5, 10 pour être sûr que ça passe. Sauf qu'à la fin, quand c'est multiplié par 20, qu'est-ce qui se passe ? Il se passe qu'on ne sait pas très bien ce que deviennent les joints de dilatation de l'intégralité des ponts qui traversent la Seine s'il y a une canicule à 40 degrés qui ne descend pas sous 30 degrés la nuit pendant 5 jours. Ça, c'est un truc qui existait dans la zone sahélienne. Pas du tout en Europe. En fait, on n'a pas du tout prévu les ponts pour ça. Et on ne sait pas ce qui se passe. Donc comment on adapte des ponts dont on ne sait même pas s'ils ne vont pas s'écrouler ? Mais je vais continuer. Les inondations à côté des fleuves ou la submersion marine, ça on comprend. C'est vrai. C'est simple, il y a de l'eau, ça monte, s'il y en a trop. Mais tous les gens qui habitent en rez-de-chaussée, dans des villes où il n'y a même pas de rivière, si jamais il se met à pleuvoir de manière sans commune mesure avec tout ce qu'on a connu, les réseaux d'évacuation des eaux pluviales
bah, ils ne sont pas dimensionnés pour. Et donc, on pourrait avoir des inondations de rez-de-chaussée avec des gens coincés dans leurs appartements, dans des villes où il n'y a même pas de rivière, juste parce que l'eau du ciel, elle n'arrive plus à s'évacuer par les réseaux qui ne sont pas dimensionnés pour. Est-ce qu'on peut s'adapter à ça? Non, on ne peut pas s'adapter. Donc voilà pourquoi je pense qu'il faudrait commencer à parler du terme d'acclimatation. D'ailleurs, c'est un vieux mot qu'on utilisait pour les girafes, pour les faire venir habiter à côté de la gare d'Austerlitz, mais qui va s'appliquer aux humains. Il va falloir nous-mêmes s'acclimater au climat qu'on a désorganisé. Et très vite. Parce que ici, je vois devant moi, il y en a pas mal des gens qui ont environ 20 ans. Et ceux qui n'ont pas 20 ans, comme moi, pensez à des gens autour de vous qui ont environ 20 ans. Statistiquement, selon le moment où naissent les premiers enfants, ils vont avoir des enfants d'ici 10 ans. Bah, ces enfants, qui vont naître d'ici 10 ans, s'ils naissent à Paris, dans les Bouches-du-Rhône, en Seine-Saint-Denis ou en Gironde, à 100% des cas, ils seront dans des maternelles qui seront susceptibles de ne plus être du tout utilisables par des vagues de chaleur à 35 degrés. 100% des cas, Paris, Bouches-du-Rhône, c'est une étude du CEREMA, on a documenté tous ces éléments, on le sait. On sait déjà ce qui nous menace. Et donc, ce n'est pas dans des générations futures, c'est là, c'est vos enfants, si vous avez prévu d'avoir des enfants, ou vos petits-enfants, pour ceux qui angoissent à l'idée de devenir grands-parents. Et donc, c'est une réalité qu'on a du mal à mesurer. Mais ce qu'on a encore plus de mal à mesurer, c'est que plus on est pauvre, plus ce sera difficile. Les chiffres sont quand même très méchants. Aujourd'hui, ce qui est sûr, c'est que ce sont les salariés qui travaillent dans les métiers les plus précaires et avec les plus faibles niveaux de revenus qui sont le plus exposés, et en particulier aux vagues de chaleur. Donc ça veut dire que l'acclimatation, elle va devoir se faire aussi dans le Code du travail. On a un chantier devant nous qui est immense et un chantier financier très élevé. La particularité, c'est qu'on n'a pas le choix. Et donc, nous, ce sur quoi nous travaillons avec Oxfam et le rapport qu'on va publier au mois de juin, c'est sans doute le premier rapport publié par une ONG en France sur les questions d'adaptation, je reprends le mot que tout le monde utilise, pour une raison qui est le miroir de ceux qui font comme si ça n'existait pas. Parce que pour nous, qui nous sommes battus depuis des années, et je le dis en tant que vieille écologiste, contre le dérèglement climatique, pour diminuer les émissions, accepter qu'il va falloir travailler sur cette adaptation, ça veut dire accepter qu'on a perdu la bagarre. Et donc c'était très difficile. Et donc il y a eu aussi une réticence, je pense, de notre part, à se dire qu'il allait falloir le faire. C'est pour ça que nous, ce qui nous importe profondément, et je pense que ça va être un enjeu démocratique énorme, c'est d'évaluer les conséquences sociales du changement climatique. Pas seulement les conséquences sur les joints de dilatation des ponts et sur l'évacuation des eaux pluviales, mais les conséquences sociales. Ceux qui vont le plus en souffrir, ceux qui vont risquer d'être privés de leur lieu de vie, par exemple, ceux qui vont plus pouvoir travailler dans des conditions compatibles avec la santé humaine, par exemple. Et ce sujet-là, il est encore vraiment à explorer. Alors, heureusement, il y a un plan français sur le sujet. Le PNAC, le Plan national d'adaptation au changement climatique. Super, c'est le 3e qui est en préparation. Et on est quand même très inquiet parce que d'abord, il n'est pas du tout opposable, c'est-à-dire qu'en fait, c'est des recommandations générales. Et puis surtout, là, le travail tel qu'il est mené, il dit en gros, bon alors il y a un problème, c'est au niveau européen, et puis pour le reste, voyez avec les collectivités locales. Alors que, et ça va être notre message, ce sujet de l'adaptation juste, d'une acclimatation qui prend en considération l'ensemble des conséquences sociales, c'est un sujet profond de politique publique, c'est un sujet profond de justice sociale et c'est un sujet de fiscalité. Alors, quand nous on disait ça il y a quelques mois, on disait « Ah bah oui, c'est les ONG gauchistes qui réfléchissent, gna gna gna, en disant « faut faire payer les riches ». Depuis, un monsieur très très sérieux et une dame très très sérieux, monsieur Pisani-Ferry et madame Mahfouz ont publié un rapport qui là ne parle que du chantier de l'atténuation, c'est-à-dire de l'objectif de la baisse de nos émissions de gaz à effet de serre pour être conformes à l'accord de Paris. Et eux disent, et font cette conclusion assez simple, ça passera par une fiscalité, alors eux disent, exceptionnelle des plus riches. Nous disons aujourd'hui que ce chantier, qui est un chantier français, qui est un chantier européen, mais qui est aussi un chantier planétaire, il impose la justice. Parce que sans justice sociale, ça ne marchera pas. Ceux qui ont cru qu'on allait pouvoir changer les comportements par la fiscalité, par la taxation, confère la taxe carbone, ont bien vu que ça ne marchait pas. Quand vous avez des gens qui sont contraints à se déplacer avec leur véhicule pour aller travailler parce qu'ils habitent loin, parce que le coût du logement a été élevé, ils n'ont pas le choix. Et pour l'adaptation, ce sera exactement la même chose. Sauf que là, on va toucher à des questions qui seront des questions de santé et de vie, tout simplement. Donc, il faut absolument
se dire que ce double chantier, il doit se faire à la fois sur les questions techniques, en affrontant de façon extrêmement honnête la réalité des conséquences possibles, et au pire, ça ne se réalisera pas et ce sera très bien, et en travaillant profondément la question de justice sociale, et en évaluant systématiquement quelles sont les conséquences pour les uns et pour les autres, avec aussi une petite incise sur la question des inégalités historiques et millénaires que sont les inégalités entre les hommes et les femmes. En même temps, si je veux donner une note d'espoir, c'est un chantier passionnant. Comme je suis une vieille écologiste, j'ai des fois du mal à me dire comment c'est possible en fait qu'on mette en péril l'habitabilité de la seule planète qu'on est. À quel moment on a été capable de faire ça? Pourquoi? Je pense que la seule raison valable, c'est pas qu'on est complètement irresponsable, c'est que d'abord on a mis en place un système et un modèle économique et social ces dernières années qu'on a arrêté de réguler alors qu'il ne sait pas se réguler lui-même. Le modèle qu'on connaît d'un capitalisme financiarisé, c'est un modèle ultra court-termiste qui pousse aux inégalités et qui s'attaque aux ressources naturelles et même à l'habitabilité, même à la poursuite de l'activité économique de certaines entreprises. Donc il a besoin de régulation. D'ailleurs, nous avons besoin de régulation. Je fais une toute petite remarque. L'espèce humaine est une espèce spéciale, à la différence des cachalots, de plein d'autres. D'abord, on aime se poser plein de problèmes et trouver plein de solutions à des problèmes qui n'existent pas. Les cachalots, qui sont aussi intelligents et aussi sociaux que nous, ils plongent dans les profondeurs, ils mangent, et quand ils remontent, ils vivent leur vie de cachalot. Ils discutent, ils jouent, jamais ils pensent qu'ils vont conquérir la Terre, essayer de faire des frontières à l'intérieur de l'océan pour définir à qui et à quel cachalot appartient quel bout, tout ça, pas du tout. Nous, oui. Du coup, on a fait des choses intéressantes, hein. On a aussi des œuvres d'art, on peut manger du chocolat, des tas de choses passionnantes, mais là, on est quand même dans une situation difficile. Peut-être que c'est parce qu'on s'est donné un défi collectif considérable. Et ce défi collectif, c'est celui de pouvoir continuer à vivre, nous, l'espèce humaine, sur une planète qui devient de plus en plus inhospitalière. Et dans un pays, la France, qui a beaucoup bénéficié d'un climat très, très confortable. Des hivers pas trop froids, des étés pas trop chauds, de l'eau, du vent, tout allait bien. Pourtant, on est le pays le plus vulnérable face au changement climatique en Europe. On est ceux qui risquons le plus pour plein de raisons. Du coup, on pourrait aussi être ceux qui sommes à l'avant-garde et de pouvoir faire la démonstration qu'on est capable d'agir. Et ça, c'est un chantier beaucoup plus passionnant, notamment pour ceux qui ont 20 ans aujourd'hui, plutôt que de se dire qu'est-ce qu'on va faire de nos mouflets qui ne pourront pas aller à l'école maternelle. Et donc, je souhaite qu'on puisse travailler, et je remercie votre initiative de mettre ce sujet en débat pour se dire comment on va faire tous ensemble. Parce que ça va être de très gros efforts, mais ce n'est pas complètement inaccessible. C'est même plutôt très accessible par rapport aux défis qu'on a eu à relever précédemment. Mais il faut être lucide, il faut être courageux, et il faut aussi se dire qu'il y aura un haut niveau de politique publique à mettre en œuvre qui passera par une solidarité. Donc je vous invite à lire dès le mois de juin, je passe sous le regard de Quentin, le rapport qu'on va publier, mais de lire déjà tout ce qu'on a écrit sur le sujet, parce qu'on a des leçons à recevoir, des leçons qui viennent du Sahel notamment, on a des leçons à recevoir de l'Asie du Sud-Est, parce qu'ils sont déjà dans cette réflexion et dans cette obligation de travailler sur comment on vit sur un territoire qui change, mais aussi de lire notre manifeste fiscal qui dit comment on peut récupérer 85 milliards d'euros par an sans toucher 1 euro d'imposition supplémentaire à tous ceux qui individuellement gagne moins de 2 500 euros par mois, c'est-à-dire beaucoup plus que le salaire médian français. Bref, qu'il y a des solutions. Et donc le chemin qui est devant nous, c'est celui, pas du constat attristé, mais celui de la détermination positive. Positive parce que le pire scénario, c'est celui du déni, parce que celui du déni, il répare rien. Donc quand on a 4 ans et qu'on joue à cache-cache, enfin 3 ans, parfois, on met les mains sur les yeux et on dit « c'est bon, je suis caché ». C'est exactement ce qu'on fait face aux conséquences sociales du dérèglement climatique. Mais il nous appartient d'avoir plus que 3 ans collectivement, d'enlever les mains, de regarder en face ce défi et d'y faire face. Merci beaucoup. Merci beaucoup Cécile Duflot, c'est l'introduction qu'il nous fallait et je pense qu'on est très exactement dans le sujet. On peut peut-être se donner quelques minutes pour recueillir quelques-unes de vos questions ou de vos réactions à l'exposé de Cécile. Ah, en voilà une. Oui, moi je veux bien Cécile que vous précisiez pourquoi on est les plus vulnérables en France. On est les plus vulnérables parce qu'on additionne les risques submersion marine, recul des côtes, incendie, essentiellement. C'est ça les risques liés au changement climatique qui nous impactent le plus. Pardon, j'ai oublié l'effondrement dans les montagnes.
Parce qu'en fait, on a une grande diversité qui nous donne aussi beaucoup d'atouts en termes d'énergie renouvelable, en termes d'évolution de nos cultures. Je n'ai pas parlé de plein de choses, mais l'impact sur l'agriculture est considérable. Enfin, sans doute qu'on ne pourra plus boire du vin de Bordeaux comme du vin de Bordeaux. Le vin de Bordeaux qui aura le même goût, en fait, il sera peut-être planté en Bretagne. Peut-être que ce n'est pas si grave, mais enfin, ça dit plein de choses. Mais voilà l'ensemble des sujets sur lesquels on est vulnérable. Et notamment, on est très vulnérable face à ce qu'on appelle les méga-feux. Parce que un méga-feu, c'est pas seulement un feu gigantesque, c'est quand il y en a deux en même temps. Et en gros, si l'été 2022, il y avait simultanément un gigantesque incendie qui s'était déclaré dans le sud-est de la France, on n'avait absolument pas les moyens d'y faire face. Donc déjà là, on a eu besoin de moyens étrangers, mais ça aurait été très difficile. Donc voilà, en tout cas, tous les principaux risques qui nous menacent, mais c'est l'étude d'une ONG allemande qui travaille sur le sujet, qui publie chaque année une cartographie des risques et des conséquences et du nombre de morts. Et c'est encore la France qui détient le plus de morts liées au changement climatique. Et ce sont quasi exclusivement des morts liées aux inondations brutales. Et je le dis plus particulièrement aux gens qui veulent sauver leur voiture et qui vont les chercher dans leur parking souterrain. Bonjour Madame, Gaspard de Change Now. Vous avez parlé de fiscalité. Il y a aussi les élections européennes qui arrivent au mois de juin. Je voulais savoir ce que vous conseillez en termes de fiscalité au niveau européen. Quels sont les enjeux cette année et comment faire face à ça pour avoir une acclimatation juste au niveau européen? Il y a deux enjeux pour nous. Il y a un enjeu de redistribution et il y a un enjeu d'investissement. Mais l'enjeu d'investissement, on le connaît, il est chiffré, il est double, il est sur notre territoire et il est dans ce que Esther Duflo a dit très récemment comme la dette morale des pays du Nord. Donc on a cette obligation de pouvoir faire des transferts financiers à l'égard des pays qui vivent aujourd'hui les conséquences de nos modes de production, parce qu'on parle souvent de la France, 1%. La réalité, c'est qu'à l'échelle historique, nous sommes un des principaux contributeurs en matière d'émissions de gaz à effet de serre, dont les conséquences sont subies par ceux qui n'y sont pour rien. Et par ailleurs, il y a un enjeu d'investissement, de double investissement. La Cour des comptes a dit utilement qu'il fallait faire très attention à regarder simultanément les investissements pour l'atténuation, donc la baisse des émissions, et ceux pour l'adaptation. Parce qu'en fait, le risque, ce serait qu'on prenne des décisions qui sont favorables pour diminuer nos émissions, mais qui, par exemple, feraient des bouilloires thermiques dans un scénario où on va devoir s'adapter à des vagues de chaleur estivales. Donc, de penser l'investissement sous ce double angle de compatibilité, atténuation, adaptation, et puis sur la redistribution. Alors nous, ça c'est un autre combat, mais on est absolument convaincus qu'il y a la nécessité de mieux partager les richesses, en particulier sur les questions de patrimoine. Aujourd'hui, la France a la chance, je ne sais pas, mais en tout cas d'avoir l'homme et la femme le plus riche du monde, et d'avoir les moyens, sans ruiner qui que ce soit, de faire en sorte de mettre davantage à contribution ceux qui ont le plus de moyens et qui donc pourraient permettre des choix d'investissement cohérents pour tous. Je le disais tout à l'heure, c'est aussi ce qui figure dans le rapport Pisani-Ferry-Mahfouz. Merci, Habban, architecte. Merci beaucoup, Madame la ministre SF Cécile, puisqu'on a milité ensemble par le passé et je continue à militer aussi. Vous avez parlé du Sahel. Est-ce qu'il y a un exemple pour les zones forestières en Afrique par rapport à vos études? Merci. Mais il y a un double exemple. Il y a la question de la reforestation. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que communément, on peut penser, alors je ne le dis pas pour vous, je suis sûre que vous êtes parfaitement au courant, c'est que le risque majeur, c'est la désertification et la sécheresse. En fait, la désorganisation du système hydrique, ça fait aussi des inondations et des pluies dévastatrices, y compris dans des zones qui sont en situation de sécheresse pendant 10 mois sur 12. Donc la vraie réponse... Et souvent d'ailleurs, et je pense qu'en matière d'adaptation, si on creuse le sujet, beaucoup des réponses se trouvent dans la remédiation par la nature elle-même, sur des choix de plantation, des choix de type de plantation, notamment le choix de l'agroforesterie. Nous, on soutient beaucoup de projets d'agroforesterie, c'est-à-dire comment on arrive à faire vivre ensemble des arbres et des plantes qui peuvent être des plantes consommées, mais qui du coup sont mieux protégées, que les sols sont mieux maintenus en cas de pluie importante. Donc il y a des projets, alors c'est un pays où c'est plus compliqué maintenant, mais on a pour Oxfam beaucoup de projets au Burkina, où on a travaillé sur cette façon avec les communautés qui, elles, expérimentent de trouver des moyens de maintenir le sol en place, y compris lors de grandes pluies, et de pouvoir continuer à avoir une agriculture qui soit une agriculture qui produit
de la nourriture tout simplement pour les populations locales. Bonjour, bonjour Cécile Duflot. J'ai une question un petit peu plus personnelle. Vous avez vous avez milité dans un parti politique, vous avez été à la tête de l'État, en tout cas à la tête d'un ministère, et maintenant vous êtes à la tête d'une grande association. Ça m'intéressait de savoir où vous vous êtes senti le plus utile, et pour revenir à nos vingtenaires que vous avez évoqués tout à l'heure, si quelqu'un a 20 ans aujourd'hui, vous avez plutôt envie de lui dire que c'est mieux de s'engager dans l'associatif, dans un parti politique, ou alors avec un mandat d'élu, qu'il soit local ou national. Et je sais que c'est forcément complémentaire, et il n'y a pas une réponse mieux que l'autre, mais ça m'intéresse de vous entendre sur votre sentiment d'utilité sur ces différentes expériences. Alors moi, je suis convaincue qu'on est utile quand on est bien dans ses baskets ou dans ses bottines, c'est-à-dire quand on se sent bien dans ce qu'on fait. Je suis absolument pas de ceux qui pensent que la politique est inutile. Au contraire, et pour dire les choses à titre uniquement personnel, je pense même pour Oxfam, on est un peu triste de voir à quel point aujourd'hui on laisse beaucoup moins d'espace à l'action politique, y compris des ministères, parce que je parlais du ministre Béchu qui est en charge le projet national d'adaptation. Il a en vrai aucune barre et il va essayer de faire un peu de com au mieux ce qu'il peut, et c'est un peu triste parce que gouverner, c'est-à-dire pas forcément faire des lois, gouverner en responsabilité, c'est passionnant. Donc oui, je me suis sentie extrêmement utile, et je peux vous dire que quand je me réveille le matin et que je lis que l'encadrement des loyers, ça marche, en fait, je me dis que tout ça valait la peine. Mais il se trouve que j'ai décidé de faire un pas de côté parce que c'était aussi, et c'était la vie politique avant MeToo, donc la vie politique d'une femme de 30 ans avant MeToo, c'est un jour plus tard, dans mes mémoires, je raconterai, mais il y a encore des gens vivants à qui j'ai pas envie de créer trop de soucis. En vrai, au fond, je suis sympa. Mais ça peut être extrêmement exaltant, ça permet vraiment de faire bouger les choses. Mais il faut avoir la niaque pour pouvoir le faire. Et à un moment, je me suis dit que à 42 ans, c'était mieux de ne pas devenir une vieille femme politique frustrée. Et pourquoi je crois aussi qu'on est très utile quand on est dans les ONG, pour un sujet que peut-être certains d'entre vous connaissent, qu'on appelle la taxation minimale pays par pays. Alors on est encore loin du sujet et de l'aboutissement, mais c'est l'idée qu'aucune entreprise désormais ne peut payer 0% d'impôts, même dans les paradis fiscaux. En gros, c'est le premier pas qui supprime les paradis fiscaux. Il y a 10 ans, c'était un truc de bitnos, de l'altermondialisme, de dire non mais il faut une taxe minimale pays par pays. Aujourd'hui, c'est la règle. Et ça s'est fait via l'OCDE. Et ça l'est parce que des ONG, parce que des activistes sont à l'offensive. Le débat sur les inégalités, c'est un débat qui a été porté par Oxfam il y a un peu moins d'une dizaine d'années, à Davos, en allant de façon assez originale. La première année, ça a surpris beaucoup, en allant dans ce sommet, en disant, les gars, en fait, il y a un problème, ça s'appelle les inégalités, et plus vous êtes super riches, plus vous fragilisez les sociétés dans vos différents pays et à l'échelle mondiale. Et bien, ce débat sur les inégalités, c'est devenu, même s'il ne s'est rien passé, le thème du G7 qui a été organisé à Biarritz il y a 4 ans. Donc, les ONG, elles sont là pour porter un certain nombre de thématiques dans le débat public, pour avoir une action politique sans agenda partisan ou électoral. À Oxfam, nous, on ne participe pas aux élections, on ne participera jamais aux élections, donc on n'est pas omnubilé par est-ce qu'il faut dire ci ou ça, parce que du coup, il y a les élections qui arrivent. Et puis, parce que ça permet d'avoir un agenda partagé dans l'ensemble du monde. Ce que je dis sur les questions d'égalité, ce que je dis sur les questions d'adaptation, ma collègue au Brésil dit la même chose, mon collègue au Burkina dit la même chose, c'est des valeurs qui sont partagées partout dans le monde, et surtout, en ce moment, sur la taxation des plus riches, on dit la même chose avec nos collègues d'Oxfam au Brésil, et on espère qu'au G20, on va avancer sur ces sujets. Et ça, je peux vous dire, c'est passionnant. C'est vraiment passionnant de se dire qu'il peut y avoir une sorte de société civile, pour parler avec un langage convenu, à l'échelle de la planète. Et je trouve ça très intéressant. Mais il y a toujours un bout de moi qui est frustré, parce que quand je dis que tout ce qu'on propose, c'est quand même globalement intelligent, on n'est pas parfait, mais quand même, on dit pas mal de trucs vraiment bien, à un moment, tu as quand même envie que ce soit mis en œuvre. Donc oui, je crois toujours à la nécessité du débouché politique. Et donc, je ne dirais pas où on est le plus utile en général. En tout cas, je suis convaincue que chacun est le plus utile, et chacune à l'endroit où il se sent bien au moment où il l'est. Il y a des gens qui n'ont pas envie du combat politique, de ce que ça représente, etc. Il ne faut pas qu'ils se forcent, mais à l'inverse, il ne faut pas qu'ils s'en empêchent. Et on peut faire ça à différents moments de sa vie. Et je ne sais pas ce que je ferai de la suite de ma vie, mais en tout cas, je crois profondément à la nécessité du rôle des ONG qui poussent un certain nombre de thématiques, qui jouent leur rôle de contre-pouvoir, y compris quand des amis, plus ou moins politiques, en tout cas qui partagent les valeurs, sont en responsabilité. Donc, je n'ai pas de réponse évidente, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que je me sens très utile aujourd'hui, je sens Oxfam très utile, et je le dis, on sort la semaine prochaine un rapport sur les écarts de salaire, et je vais être très contente que nous tous, on ait une voix très forte pour dire que notre ami Bompard, le patron de Carrefour,
c'est absolument inadmissible la manière dont ça se passe, et de dire qu'on va être d'accord avec Carlos Tavares qui dit en fait si vous trouvez que les écarts de salaire sont indécents, vous avez qu'à faire la loi, parfait. Donc on va proposer de faire la loi, mais vous avez raison, un jour il faut se dire que vaudra peut-être mieux être à la place de Bruno Le Maire, parce que si on compte sur Bruno Le Maire pour faire une loi pour plafonner les écarts de salaire, on risque d'attendre un petit peu longtemps. Merci, et je rebondis sur le fait qu'on doit être utile là où on se sent, et justement je suis dans le privé, et comment vous voyez que le privé peut naturellement répondre aux problématiques que vous citez, que ce soit sur les infrastructures, sur le logement, voilà, de manière à la fois que ce ne soit pas trop contraignant pour lui, mais que ça bénéficie à tous. Alors moi je pense qu'on aura besoin de tout le monde. C'est-à-dire que ça nous a pas, même si on faisait des super lois, ça ne suffira pas. Et qu'on aura évidemment besoin des entreprises dans leur ensemble, mais aussi de leurs salariés. Nous, quand on a travaillé sur les questions... en fait, l'idée d'Oxfam, depuis le début, c'est de se dire on s'attaque aux conséquences, on est une grande organisation humanitaire, on essaye d'être au plus près des gens en situation de vulnérabilité, mais aussi aux causes. De façon assez simple, si vous soignez des gens qui sont malades parce qu'ils boivent de l'eau polluée, et que vous essayez pas de trouver où est-ce qu'est la pollution et de mettre fin à la pollution, vous manquez à vos devoirs. Et nous, c'est exactement ce qu'on fait. On travaille contre la pauvreté au plus près des gens qui sont les plus vulnérables, mais on essaye aussi de travailler sur les causes. Et en travaillant sur les causes du dérèglement climatique, on est remonté sur 3 grands acteurs. Premièrement, l'État, la puissance publique, qui a la capacité de décider. Les banques qui financent, et dans ce cadre-là, on a été assez vocaux, et des banques ont évolué, et on a aussi porté plainte contre la BNP, qui d'ailleurs est en train de faire changer les choses, comme quoi le dialogue musclé, parfois ça fonctionne. Et les actionnaires, notamment les milliardaires qui possèdent des grandes entreprises, justement parce qu'on s'est dit, en fait, attaquer les entreprises ou se dire les entreprises sont responsables, c'est pas suffisant. Les entreprises, c'est des outils et elles peuvent aller dans un sens comme dans un autre. Bien sûr qu'on aura besoin des entreprises pour faire ce virage. Parfois, je pense qu'il faut leur mettre une forme de contrainte extérieure, notamment pour se dire que, et c'est le rapport qu'on avait publié en 2018, si on plafonnait à 30% la distribution des dividendes de toutes les entreprises du CAC, les 70% qui restent suffisent à financer 98% des besoins en transformation écologique des entreprises pour qu'elles soient sur un scénario compatible avec l'accord de Paris. Mais parfois, elles ont une pression qui est trop forte et qui les pousse à distribuer des dividendes plutôt qu'investir dans la transformation de leur modèle ou de leurs activités. Mais bien sûr qu'on en aura besoin, et qu'on aura besoin aussi des salariés et de leur mobilisation, parce qu'on sait que les salariés contribuent dans une espèce de tension intéressante à faire bouger leurs entreprises. Ensuite, je l'ai dit, je suis convaincue que c'est passionnant. C'est quand même beaucoup plus intéressant, y compris professionnellement, de réfléchir à des modes de production, à des modes de construction, à la réutilisation des matériaux de déconstruction, plutôt qu'à continuer à gaspiller. Parce que même ceux qui sont dans un déni maximum, même ceux qui roulent dans le Jeep Wagoneer machin dont le capot arrive à mon nez, je suis sûre qu'un petit bout de leur cerveau reptilien se dit quand même que quelque part ça déconne. Est-ce que si on a besoin que la puissance publique mette ce cadre, y compris pour faire bouger les entreprises, c'est très bien, mais on aura besoin de la mobilisation de absolument 100% des gens, y compris ceux qui n'étaient pas très allants, y compris ceux qui changent d'avis. Et c'est vrai que si j'ai un reproche parfois à faire aux écologistes, dont une grande partie sont encore mes amis, c'est qu'ils sont parfois en situation de donner des leçons. Je parlais de l'incendie des Landes. Il y a eu une tribune qui a été publiée par un écolo qui disait « super !» Bonne nouvelle, cette forêt plantée toute pourrie, là, c'est très bien, il faut mieux qu'on fasse autre chose. Sauf que déjà, la forêt plantée toute pourrie, ça, on peut discuter, c'est pas toujours le cas. Deuxièmement, on a besoin de forêt. Tertio, pour les gens qui habitaient dans cet endroit, auquel a été planté, mais sous Napoléon III, il y a 7 générations. Donc pour tout un tas de gens, c'était leur lieu de vie. Et il faut comprendre que dans l'adaptation, il y a aussi une part de deuil. Et je le dis, même pour une écologiste absolument convaincue comme moi, il y a... Se dire que on peut plus faire de ski de fond sur le plateau du Vercors parce qu'il va plus y avoir de neige, en fait, ça me fait de la peine. Et ça, il y a une partie des conséquences du changement climatique qui sont pas techniques, qui sont émotionnelles, parce que c'est dur d'imaginer que les choses vont bouger. Donc c'est pour ça qu'on a besoin d'accompagner cette perte et aussi de se mobiliser tous. Et bien sûr qu'on aura absolument besoin du secteur privé pour essayer de trouver une solution pour qu'on puisse quand même continuer à traverser la Seine. Merci déjà pour tout votre discours, c'était super inspirant. Et plus largement pour vos actions avec Oxfam. Moi, ma dernière question, c'est, vous avez évoqué le papier de SR Duflo, du coup, qui responsabilise les pays du Nord des émissions passées sur les pays du Sud. Et c'est quand même une question qui date depuis la COP21. Et il n'y a jamais rien qui a été fait. Vous, au titre de directrice générale d'Oxfam, vous voyez comment pour poursuivre ce sujet et peut-être essayer de trouver une solution ou au moins contre l'inaction, quoi. Et donc, il faut que je réponde vite. Bref, comme je vais essayer de faire vite.
Je partage ce que dit Mia Mottley, la première ministre des Barbades, qui a lancé l'initiative Bridgerton, qui dit c'est pas une question de solidarité, c'est une question de justice. Et quand ça devient une question de justice, ça veut dire que derrière, il y a une injustice. Et d'ailleurs, on le voit dans le débat international, la mobilisation du Sud global, l'idée que nos modes de régulation financière ne sont pas pertinentes, qu'il faut demander la permission à un pays du Nord pour avoir des droits de tirage spéciaux au FNIMI, enfin un truc qui date d'une époque où ces pays étaient tous des colonies, ça ne peut plus marcher. Et si on ne le fait pas, et je pense que ceux qui réfléchissent à la marche du monde sont conscients, là on sera dans un déséquilibre géopolitique très important. Donc ce n'est pas seulement une obligation morale, c'est aussi une nécessité assez pragmatique de prendre en compte cet enjeu. Je pourrais en parler plus longtemps. Merci infiniment, et on pourrait en discuter beaucoup plus longtemps. Merci Cécile Duflot.